Donc pour cette avant-dernière table ronde du festival Finistère dédié donc aux littératures de l'imaginaire ayant pour thématique voyage en possible, impossible, nous allons évoquer l'évolution de la science-fiction des origines jusqu'à aujourd'hui. Donc chers invités, bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à un genre littéraire aussi fascinant qu'influent, la science-fiction. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'évolution de la science-fiction, des origines à nos jours, en compagnie de nos auteurs invités, véritables passionnés et créateurs au cœur de cet univers en perpétuel mouvement. Depuis ses débuts, la science-fiction a servi de miroir aux aspirations, aux peurs et aux questionnements de l'humanité. Des explorations visionnaires de Jules Verne aux récits cybernétiques de William Gibson, en passant par les chefs-d'œuvre dystopiques d'Orwell et les réflexions profondes sur l'intelligence artificielle d'Asimov, le genre n'a cessé de se réinventer tout en anticipant souvent les évolutions technologiques, politiques et sociales de notre monde. Au fil des décennies, la science-fiction a élargi son champ d'action, évoluant de la conquête de l'espace et des futurs utopiques vers des réflexions plus complexes sur la nature humaine, la diversité culturelle et les menaces planétaires, qu'elles soient écologiques ou technologiques. Aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, des changements climatiques et de l'exploration spatiale, la science-fiction continue de jouer un rôle crucial dans notre façon d'imaginer l'avenir. Alors, comment ce genre a-t-il évolué à travers le temps? Quels thèmes fondateurs sont toujours présents? À quels nouveaux enjeux sont apparus? Comment l'héritage des pionniers du genre continue-t-il d'influencer les récits contemporains? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec nos invités à travers leur expérience, leurs œuvres et leurs réflexions. Sans plus attendre, plongeons dans cet univers fascinant et découvrons les multiples facettes de la science-fiction des origines jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je vais inviter nos deux auteurs à se présenter. Didier, est-ce que tu peux prendre le micro, enfin, Samuel, passer le micro à Didier Reboussin. Donc Didier Roboussin, je suis amateur de science-fiction depuis une bonne soixantaine d'années, on va dire, quasiment. D'accord, ouais. Peut-être pas tout à fait. Et écoute, j'ai été d'abord lecteur, lecteur assidu Oui, comme du beaucoup. Fleuve Nord Anticipation, essentiellement, puisque c'était la collection la plus courante que l'on pouvait trouver. Et puis petit par petit, je me suis un petit peu intégré à des groupes d'amateurs. On a fait du fanzina et puis Mhm. ensuite j'ai rejoint quelques revues professionnelles à l'époque. Mhm. Avant de me lancer un petit peu dans l'écriture, mais principalement, je dirais, dans une activité de critique et de chroniqueur. Oui, d'accord. Samuel Sadone, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, moi, je suis arrivé à la science-fiction assez tardivement, vers l'âge de 35 ans, 35-40 ans, Mhm. suite à un travail universitaire sur Jules Verne. D'accord. Et de là, j'ai découvert dans la foulée Asimov, Bradbury, enfin beaucoup de ces auteurs qui d'ailleurs eux-mêmes se déclaraient héritiers de Jules Verne. Et puis après, j'ai dépassé ce cadre et comme beaucoup d'autres, j'ai découvert notamment des gens actuels, Bordage. Euh, Pilotage, ouais. j'ai plus son nom alors qu'on en parlait tout à l'heure. Eh ben j'ai un trou de mémoire. Oui. Laurent Genefort, peut-être? Non, non, je pensais à l'art de contrevent. Ah, Alain Damasio. Alain Damasio, voilà, oui, Damasio, ouais. et etc. Oui. Et sinon, j'écris donc des romans de toutes sortes d'ailleurs, aussi bien Ouais. historiques qu'anticipation ou science-fiction. Mais beaucoup autour de Jules Verne. Et puis des essais sur Ouais, Jules Verne, oui. voilà. Beaucoup d'essais, Ouais. on me demande, et le bicentenaire approche. Donc, on recommence à me demander, ce serait bientôt ma nouvelle profession, je Et pense. le bicentenaire, donc ce sera De la en... naissance, Oui, de sa naissance, donc en 2028. Alors, c'est dans 2020. 4 ans, hein, il y a le Ah temps oui, quand même. dans le temps quand même. Mais bon, Mais je me souviens de 2005, ça a ouais. été quelque chose d'énorme. D'accord. Donc, Et à l'occasion de ce bicentenaire, comment ça se traduit en fait je vais devenir milliardaire, certainement. Mais Comment? non, non, je plaisante. On commence. Bon, déjà, il y a la chose la plus visible, c'est la construction du Grand Musée de l'Imaginaire à Nantes. Ah oui? Il doit être fini en 2027. Pour caricaturer un peu, c'est toutes les collections Jules Verne qui se trouvent à Nantes qui n'ont jamais pu être déballées en même temps. C'est-à-dire que personne n'a Ah, jamais vu en réalité le musée Jules Verne, oui. puisque il y a quelques collections permanentes, mais le gros était dans des coffres.
D'accord. Et puis ça va être allié avec, à côté du musée de la Société des machines de Nantes. D'accord, je Donc vois. ce sera dans le même secteur. Et vous y participerez Sûrement pour faire des conférences, des des choses conférences, de ce genre-là. ouais. Et puis j'ai moi-même créé une exposition Jules Verne qui se balade à Oui, travers. oui, j'ai eu Voilà. l'occasion de la voir en photo. Voilà. Très bien, on va commencer avec Didier. Ah. Comment percevez-vous l'évolution des thèmes centraux de la science-fiction depuis les premiers récits jusqu'à ceux d'aujourd'hui? Et quels sont, selon vous, les nouveaux enjeux ou préoccupations à explorer dans le genre moderne? Alors, on va pas aller jusqu'à l'Antiquité parce que ce Non. serait le sujet d'une table ronde, hein, parce qu'il y Oui. a vraiment Oui. matière. Oui. Mais moi, personnellement, je distingue trois courants dans la science-fiction qui vont puiser leurs racines au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, Samuel me corrigera si je dis des bêtises, mais là, il y a un courant vernien qui, pour moi, a accouché ensuite de ce que l'on appelle le merveilleux scientifique, avec des Paul de Sément, Jean de La Hire, Jacques Max-André Spitz, Dazergue, etc. Jacques Spitz? Jacques Non, Spitz, non, non. je pense pas. Et tu as un autre courant qui est un courant de l'anticipation scientifique qui doit tout à Wells en Angleterre et à Ronnie Henné en France, Ouais. quelque part, et là dans lequel effectivement Spitz, Maurice Renard, Voilà. Et Théo plus, ouais. Varley, Barjavel à la Voilà. limite s'inscrivent. D'accord. Et puis tu as un troisième courant qui est un courant plutôt philosophique et pamphlétaire qui prend ses racines dans Micromégas de Voltaire ou dans le monde de Gulliver de Swift, hein. Mhm. Et là, ça donne ensuite effectivement un courant qui est illustré par Orwell, par Aldous Huxley, et puis en France par Régis Messac, par exemple, et puis aujourd'hui des héritiers plus modernes comme Andrevon ou Heyerdahl, hein. Donc voilà un petit D'accord. peu Un comment peu je vois, mais c'est une la- approche purement ouais, personnelle, hein, comment je vois un petit peu ouais. euh, La diaspora, oui, enfin l'évolution l'évolution, de ouais. la science-fiction Ouais. en France. D'accord. Samuel Sadone, en regardant les grandes figures fondatrices de la science-fiction, comme Jules Verne ou Isaac Asimov, que pensez-vous de leur héritage dans le genre d'aujourd'hui? Comment leurs œuvres influencent-elles encore les récits modernes? Alors, j'ai commencé par Asimov parce qu'il se trouve que les deux cycles célèbres d'Asimov représentent, on peut dire, deux tendances. Il y a la tendance, on va dire, la science avec l'ingénieur, Oui. même s'il n'y a pas d'ingénieur d'ailleurs dans cette œuvre, assez ironiquement, Ouais. c'est le cycle des robots, c'est-à-dire l'idée au fond, dont on est héritier un peu Black Mirror, c'est-à-dire l'homme, et qui commence avec Frankenstein, Oui. l'homme qui crée quelque chose qui lui échappe. Complètement le rapport Voilà la à technique la qui technique. s'empare de nous. D'ailleurs, on peut dire qu'on est un petit peu dans ce monde. Je ne sais pas si Isaac Asimov avait pensé au GPS ou l'intelligence artificielle. Enfin, si, l'intelligence artificielle, Si, lui, ça l'intelligence y avait artificielle, pensé. s'ils avaient... Donc, finalement, GPS aussi. Mais voilà, on est complètement dans ce monde. Mais à côté de ça, elle a créé aussi Fondation, Oui. qui est en fait le space opéra, qui d'ailleurs parle autant du passé que du futur, puisque c'est un peu la chute de l'Empire romain, la chute de... Complètement, hein, Oui, c'est la même chute complètement, oui. d'un... Et, mais des empereurs romains qui auraient eu des armes atomiques. Et Oui, tout à fait. donc, voilà, on appelle ça space opéra, parce qu'il faut bien donner un nom, mais Oui. c'est un autre genre vers lequel on se dirige aussi. Et il se trouve qu'il a fait les deux cycles en parallèle. Quant à Jules Verne, Jules Verne a un peu tout fait parce qu'il a fait bien sûr le Capitaine Nemo, mais il a fait aussi, finalement, il a créé des univers utopiques plus proches des surréalistes, ce qu'on appelle les points suprêmes, c'est-à-dire des lieux où tout est possible, où tout le créatif est possible. Alors c'est le centre de la Terre, Mhm. c'est un pôle Nord imaginaire, Oui. puisque le pôle Nord n'est pas un Ouais, continent. non. Enfin, je pourrais en citer comme ça une dizaine. Et en ça, il précède, finalement, il rejoint Lewis Carroll, il précède les surréalistes, il succède à Poe. Donc, il y a un petit côté fantasy aussi à côté de l'ingénieur. Donc, D'accord, ouais. sans Donc, forcément contredire ce que tu ouais. disais, j'ai l'impression quand même qu'il y a l'aspect merveilleux, l'aspect technologique aussi qui surplombe tout ça. Qui surplombe, ouais. Didier?
Beaucoup de récits de science-fiction du passé reflétaient les craintes et les espoirs de leur époque, guerre froide, exploration spatiale, etc. Quels sont, selon vous, les grands défis contemporains que la science-fiction actuelle aborde et comment reflète-t-elle notre époque? Bah, on va dire que la science-fiction, c'est quand même un peu le reflet des préoccupations quotidiennes, quelque Ouais, part. Enfin, il y a deux façons de voir les choses. Moi, quand j'ai abordé la science-fiction, c'était vraiment une littérature d'évasion. d'évasion. Donc, c'était faire abstraction de la réalité et vivre dans un autre univers, quelque part. Mm. C'était un peu cet abord-là. Aujourd'hui, la science-fiction, je trouve, enfin, les gens qui écrivent de la science-fiction aujourd'hui, euh, sont plus préoccupés, je dirais, par leur environnement et le projettent dans l'avenir, souvent avec un côté sombre, hein. Mm. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui relève de l'environnement, de De l'écologie l'écologie, ouais. et de la géopolitique, quelque part. Et ce qui est amusant, en regardant, en lisant un peu tes questions, là, Oui, ce qui m'amusait un petit peu, c'est que tu relèves pas, si tu veux, quand tu lis des histoires de space opéra, oui, euh, l'avenir qui est projeté, enfin l'univers qui est décrit, est assez différent de notre quotidien. C'est-à-dire tu ne trouveras pas un space opéra avec une planète où tu vas trouver un morceau de la planète qui est russe, un morceau de la planète qui est ukrainien, un morceau de la planète qui est mm. vietnamien. Tu vois. Il n'y a Il y a pas un- cette transposition de la géopolitique oui, ouais, quotidienne dans le futur qui est décrit dans les romans de space opéra. Ou au contraire, tu as une humanité débordante qui va de l'avant, qui de temps en temps rencontre de vilains, de sournois extraterrestres que immanquablement elle combat et elle vainc. Donc c'est assez amusant cette transposition parce qu'aujourd'hui, au contraire, je trouve que la science-fiction touche davantage à la réalité quotidienne. Elle oui. projette vraiment C'est une vrai que réalité très proche dans on le est, futur. ouais, on est plus dans une proche science-fiction, quoi. Ouais. Merci. Samuel, l'évolution technologique rapide a souvent anticipé ou rattrapé certains aspects de la science-fiction classique. Pensez-vous que la science-fiction contemporaine influence encore nos avancées technologiques et scientifiques ou est-elle davantage tournée vers des spéculations philosophiques et sociétales? Alors, en tout cas, ça va rebondir un peu ce que tu as dit. Les réflexions philosophiques, oui, c'est sûr, puisque j'ai fait une comparaison entre des tables rondes d'autrefois et celles de ce week-end. Ouais. Mhm. Autrefois, c'était, si on prend les tables rondes à Cerisy-la-Salle sur la science-fiction, les questions, c'était plutôt des questions purement littéraires. Est-ce que tu écris de cette manière-là? Est-ce que ton personnage, ton héros va être de telle façon? Est-ce que ta machine est vraisemblable ou invraisemblable? Mhm. Aujourd'hui, c'est vrai que l'écologie, le policier, Ouais. le rapport avec le temps, Ouais. presque toutes les questions sont philosophiques. Et là, nous sommes en train de parler de philosophie, là. On a fait Oui, oui, allusion à Voltaire, on aurait oui. pu faire allusion à Platon, enfin on aurait pu. Mais cela dit, il y a toujours quand même des auteurs. Alors, j'ai vraiment un problème avec la même. Bon, déjà Damasio, c'est sûr. Euh, Bordage, lorsqu'il écrit Le cycle de l'homme pur, et un autre dont j'ai complètement oublié le nom, c'est. Il y a le mot guerre dans le titre, oui, c'est un peu vague. Bon, merci. Disons qu'il y Voilà. a beaucoup de Oui, titres de ça va. romans et le mot Voilà, guerre de ça science. se passe dans une sorte de pays qui ressemblerait à Venise. Enfin bref, et là on a des gens qui ont peut-être plus de préoccupations par rapport à notre Mm. présent. Mais finalement, j'ai l'impression que ce qui a changé la science-fiction, c'est que elle est moins dans l'aspect technologique, mais complètement vraisemblable. Parce que je rappelle que la science-fiction, c'est la science qui n'existe pas. Oui, Or, la science-fiction actuelle parle parle plutôt d'anticipation. oui, c'est vrai, on est plus sur la... H.G. Wells, ça fait tout le boulot finalement. Oui, c'est Il vrai n'y a qu'il plus a rien à vraiment... faire avec lui, oui. Ah oui, il a carrément posé les bases Ah oui, hein, oui, entre le voyage dans le temps, la guerre des mondes. c'est bon, on peut dire qu'Asimov, mais c'était parce que j'ai un fait pour Asimov, il a inventé un peu le robot, mais qu'il n'avait pas Oui. chez H.G. Wells. Bah, disons qu'il y avait des robots auparavant, mais ils étaient vraiment... C'était plus des automates, quoi. Là, Asimov leur a donné une forme de conscience. Voilà, oui. Et même Black Mirror, finalement, parle de choses qui existent déjà, mais qui sont Mm. amplifiées. Donc on est plus proche finalement de George Orwell que de H.G. Wells. Mm. Et donc, alors je ne fais pas une critique de la science-fiction, hein. C'est pas si évident que ça d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Mais de ce fait, j'ai l'impression qu'on est plus dans les scénarios sociétaux
Et si on prenait la plupart des invités qui étaient là, et je me comprends dedans, c'est un peu le cas. Nous faisons tous plus de l'anticipation que de la science-fiction finalement. Et c'est souvent des enjeux. Alors, moi je me marre encore un peu, hein, vous avez dû remarquer. Oui. Je garde un peu d'humour, mais c'est vrai que Oui. c'est pas non plus le genre qui a le plus d'humour. C'est d'ailleurs, à mon avis, Non. ce qui fait que Jules Verne est si populaire dans les pays anglo-saxons. C'est l'un des rares auteurs de science-fiction qui a de l'humour, Asimov aussi. Oui. Mais alors, on rigole pas beaucoup en Ouais. lisant Alain Damasio. Hein. Ah non. Non, Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. il est. Ça Comment Oui. Alors, ça dépend lesquels. Ça Oui, dépend, pas le ouais. tour du monde. Je veux dire, pas 20 milieux sous les mers, c'est vrai, mais c'est pas les plus. Alors, on en revient à un débat qu'on a eu hier sur au niveau de la jeunesse. Nous avons un système scolaire qui n'aime pas beaucoup l'humour. Donc, les livres, c'est pas les livres les plus drôles de Balzac, c'est pas les livres les plus drôles de nos auteurs qu'on fait connaître. Et Jules Verne a écrit 60 romans, c'est toujours les 7-8 mêmes qu'on nous montre, et c'est pas les plus drôles. Non, là je parle de Jules Verne. Ouais. Oui, Balzac, oui, bien sûr, oui, la série des 13, à mon avis, c'est quand même. Alors, c'est l'humour noir, hein, bien sûr, mais. Oui, c'est un peu moins drôle qu'Alice au Pays de Merveille, c'est sûr, mais j'ai un peu débordé là. Non, et c'est bien, c'est bien. C'est vrai que Damasio, oui, c'est plutôt, c'est tous en tournure de phrases. Dites- Voilà, c'est ça. Non. Ouais. Non, non, je pense pas. Non, j'aurais choisi, oui, j'aurais choisi une autre carrière. Didier, avec l'évolution des médias, cinéma, jeux vidéo, séries TV, comment voyez-vous l'adaptation ou la transformation de la science-fiction littéraire à travers ces formats? Et est-ce que cela modifie la façon d'écrire ou de concevoir une œuvre de science-fiction? Alors, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour ça parce que je suis pas vraiment très geek, hein. Non? Ouais. Donc, j'ai pas vraiment une grande idée de la façon dont ça peut évoluer. Ça Ouais, va évoluer ça va forcément, évoluer, hein, ouais. c'est lié Ouais. aux divers aspects médiatiques qui nous entourent. Mais comment ça va, quel est l'impact, est-ce que la science-fiction va être quelque chose de, je sais pas moi, de virtuel de plus en plus, moins de livres, plus de films ou plus de séries. D'ailleurs, il y a Oui, il y a beaucoup de quand même séries de déjà beaucoup science-fiction de séries et de qui films. fleurissent partout. Ouais. Je ne saurais pas dire, franchement, vers Ouais. quelle évolution Et attend la ouais. science-fiction de ce côté-là. Ouais. Et en parallèle, on a aussi en publication littéraire beaucoup de novellas, de romans. Alors, tu as beaucoup, enfin, en publication littéraire, je trouve que tu as effectivement des novellas, Bélial en particulier, hein, Oui, qui a une oui. collection spécialisée. Une heure lumière, oui. Tu as beaucoup de petits éditeurs. Oui. Tu as beaucoup de petits éditeurs qui fleurissent et puis qui se fanent aussi également très vite. On sent que ça frémit quelque part, si tu veux, mais le fait qu'il n'y ait plus de locomotives comme il y avait dans le temps avec des grandes collections comme Le Fleuve Noir Anticipation Ouais. ou Présence du futur à la Oui. fin, Ailleurs et demain. c'est clairement dommageable Ouais. à l'édition Ouais. de la science-fiction en France. Ouais. Hein, je parle en France. D'accord, merci Samuel. Oui. La diversité, que ce soit en termes de voix, de perspective ou de représentation culturelle, a pris une place plus centrale dans la science-fiction contemporaine. Comment voyez-vous cette évolution et quels en sont selon vous les impacts sur le genre? Alors, moi, je suis très optimiste pour la science-fiction, même si je suis pas sûr qu'on doit encore l'appeler science-fiction. Parce que. Alors, pareil, je vais faire des comparaisons. Comment tu Je peux être l'appellerais? Comment tu l'appellerais en fait si c'était Ah si c'était Sociétal fiction. sociétal Oui, fiction? ou anticipation, hein, le mot Ouais, existe oui, oui, déjà, ça je existe pense déjà. qu'on est dans l'anticipation. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je suis assez optimiste parce que alors, j'aime bien comparer un peu les genres, les salons, etc. Et alors, je constate quand même que l'endroit où j'ai plus envie d'acheter des livres, c'est dans les lieux de science-fiction. Je vais dans des lieux de romans historiques. Il y a quand même beaucoup les mêmes recettes qui sont utilisées. Alors, il faut dire aussi que l'histoire ne change pas beaucoup. Napoléon est Mm. toujours mort à la même époque Oui, et ouais. bon, ça n'aide pas.
Mais tout de même, les polars, ça commence un peu à s'user aussi, Meurtre à Landerneau et Crime Oui, à il y en Aigues-Mortes, a beaucoup, ouais, bon, voilà. commence, Alors que je trouve que la science-fiction est toujours novatrice et je rappelle d'ailleurs, on parle beaucoup de séries. La plupart des séries, très majoritairement, viennent de livres. En fait, beaucoup de créateurs de séries attendent les sorties de livres. Alors bien sûr, je parle pas au niveau du succès. Je veux pas dire que tous les auteurs de science-fiction sont milliardaires, sinon je ne ferais que la science-fiction. Mais, c'est un genre qui n'est pas mort. C'est vrai que sur une table ronde précédente, on parlait de la série Silo, Hum, qui est une oui, adaptation des romans de Hugo Way. Et donc voilà, on sent que vraiment que les créateurs de séries télé attendent vraiment de voir les ah bah, succès c'est littéraires. sûr, oui. Et en même temps, c'est aussi l'un des rares genres où il y a quand même des metteurs en scène, des créateurs de séries, bah, justement, qui créent de toutes pièces. L'autre jour est passé Brasil à la télé, Terry Gilliam ne s'est pas inspiré d'un livre. Comment? L'autre jour est Oui, passé, alors je sais que ça commence à dater, hein, Brasil, oui, mais il y a 80, beaucoup de films de science-fiction qui, en même temps, des fois viennent du metteur en scène aussi. oui, Oui, c'est ce c'est qui n'est vrai. pas si courant que ça Non, dans les polars ouais, ou ouais, ne parlons pas des romans historiques. Oui. voilà. Oui, Ah alors, oui, ça ressemble un peu, mais enfin, le scénario est quand même très différent. Hein. C'est beaucoup plus loufoque d'ailleurs, Oui, oui, déjà. d'accord, mais Mm. enfin, je veux dire, l'inspiration, elle est directe là. Enfin, moi, quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite pensé à Orwell, quoi. Mais Alors, curieusement, moi aussi, mais en contre-pied. En pardon? contre-pied. Ouais. Oui, oui. Euh, Non, mais tout à fait. Mais bon, euh, non, oui, oui, mais il y a c'est l'inspiration. pour Hein, aller dans votre sens, de toute Oui, oui, façon, parce que de mon point de vue, je pense que c'est pas incompatible. C'est l'un nourrit l'autre. bien Hein. sûr, oui, oui. Le cinéma se nourrit de la littérature et la littérature se nourrit du cinéma ou des Bien sûr, séries. oui. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi de lire de la science-fiction ou de la fiction, même qui ne soit pas science-fiction, qui est sur un style d'écriture quasiment cinématographique ou sériel, vous Mm. voyez. Ah, bien sûr, oui. Donc ça marche un peu dans les deux sens. Ouais. Stephen King est devenu un peu... Enfin, je sais pas si c'est vraiment la science-fiction, Stephen King, mais c'est un peu ça, oui. Ouais, bah moi ça me fait fortement penser à une série en fait qui est à la fois une série de livres et une série adaptée qui s'appelle The Expanse. Et en fait, les deux se sont faits un petit peu en parallèle. Donc en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on est assez souvent sur des phénomènes transmédia. Mm, mm. Hein, sur C'est vrai. lequel on va commencer par une série, puis ça va donner une série de bouquins. Ça se trouve, les bouquins vont être mieux que la série de base. Ouais. Ça va aller en manga, en anime, en ce que tu veux. Tu as un indicateur qui est intéressant également, c'est celui oui. du tirage des éditeurs. C'est-à-dire le Ah bah, tirage. c'est-à-dire que les tirages aujourd'hui des éditeurs se sont complètement effondrés par rapport à ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans. Quoi. Il faut savoir que le Fleuve Nord Anticipation, par exemple, il tirait en moyenne à 80 000 exemplaires. Ah oui. Bon, Aujourd'hui, Albin Michel, lorsqu'il sort un bouquin de sa collection imaginaire, oui. s'il tire à 10 000, c'est Il peut vraiment s'estimer. le bout du bout. Quoi. Voilà, ouais, Donc ça, c'est quand d'accord. même aussi un indicateur important. D'accord. Donc il y a vraiment des éléments en fait pour mesurer cela. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce qu'on arrive à la... Oui, Laurent. Attends, je te passe le micro. Tu parles bien près de ta bouche. Près du micro. Ce que vous disiez là tout à l'heure, d'assez intéressant sur les rapports entre la science et la science-fiction. Et je me posais la question de savoir si le corpus scientifique du XXe siècle, disons à partir de la relativité, et sans parler du quantique ou de la théorie des cordes, c'est tellement peu accessible pour un public lambda et même pour un public d'écrivains que je me suis posé la question justement de la difficulté pour la littérature de se saisir réellement de ce corpus scientifique pour en faire de la fiction, c'est-à-dire pour fictionner à partir de ça. Et ça, c'est une question que je me suis posée parce qu'il y a vraiment une grosse difficulté. Hein. Alors que bon, peut-être pour les sciences plus positives du 19e siècle, l'électricité, la vapeur, etc., bon, Verne, il a pu partir de choses qui étaient quand même plus aisément accessibles. Parce que bon, c'est vrai que les théories scientifiques contemporaines, c'est quand même assez complexe. Et moi, j'ai lu un roman il y a 15 ou 20 ans qui essayait de travailler sur le quantique. J'ai totalement oublié l'auteur et le titre, d'ailleurs j'aimerais bien le retrouver,
Parce qu'en fait, là, il m'avait vraiment fait décoller, c'est-à-dire que l'auteur avait réussi à nous emmener dans cet univers quantique bon, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, hein. Mais bon, ma question, c'était celle-là, c'est-à-dire, est-ce que, parce que vous disiez qu'il y a plus d'anticipation que de science-fiction, est-ce que c'est pas justement dû à cette difficulté, à cet écart d'accès, enfin actuel, la difficulté de l'accès pour le public ou les écrivains à la science? Merci. Mais en fait, même Jules Verne ne fait pas vraiment de la science-fiction. Il anticipe sur des inventions qui ont eu à son époque. Mais cela dit, je suis d'accord, hein, parler de la science aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a peut-être en la rigueur il y a peut-être un sujet, d'ailleurs, qui n'est pas si spoté que ça, c'est tout ce qui tourne autour du clonage, de la biologie, qui, Ouais. alors, pour le coup, n'intéressait pas du tout Jules Verne, qui a été un petit peu, on peut dire, célébré par Aldous Huxley. Mais enfin, je ne prétends pas savoir tout ce qui est édité, mais j'ai l'impression que on n'a pas fait encore grand-chose là-dessus. Mais oui, c'est très difficile, j'imagine. Oui. J'ai lu un livre, alors je me demandais si on parle pas du même livre, ça se trouve d'un Espagnol qui s'appelle Somoza ou Somova, qui a écrit la théorie des cordes. Oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai que lui parle de choses assez complexes. Et d'ailleurs, dans son explication de la solution à la théorie des cordes, j'ai rien compris. Très, très franchement, je n'ai Ah strictement bon? rien compris. Ouais. Si ce n'est que ça devait être très scientifique. Ouais. Alors là, il arrive quand même des phénomènes, on va dire qu'on est plutôt dans le paranormal. Ouais. Enfin, parce que justement, je connais rien à la science, donc j'ai l'impression que c'est paranormal. Et je vois la grimace que tu fais, que je dois me planter complètement. Voilà, oui. Voilà, oui. Ah ouais. Mais de toute façon, j'ai pas de complexe. Jules Verne ne connaissait rien à la science. Il est tombé, il a fait des livres sur la science parce qu'on lui en avait commandé. Il a recopié dans des ouvrages et il n'a jamais compris comment le Nautilus fonctionnait, hein. Oui. Ouais, c'est l'art d'un grand littéraire de nous faire aimer la science qu'il est incapable d'expliquer lui-même. C'est très fort. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Didier? Non? Plus de questions? Non. Bon, bah merci. On va clôturer cette avant-dernière table ronde. Et je vous retrouve à 17h sur la dernière table ronde sur le développement du personnage principal dans les récits initiatiques. Merci.